Donc, comme l'a dit Luc, je suis fabricant de matériel médical depuis à peu près 25 ans. En 2008, j'ai fait une erreur stratégique. En fait, quelque chose d'extraordinaire est arrivé en 2008, qui a complètement changé ma vie. C'est que j'ai acheté mon premier iPhone. Je sais que c'est stupide comme truc, hein, mais en fait, je me rappelle quand j'ai acheté mon téléphone, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il était livré sans livret d'instruction et avec la batterie préchargée. C'était l'iPhone 3 d'Apple. On ouvrait la boîte, c'était magnifique. Et on savait automatiquement, on savait intuitivement comment utiliser cet appareil. Et on s'est dit, moi, je voudrais faire des instruments de diagnostic aussi faciles à utiliser que l'iPhone. C'est comme ça que la santé connectée est partie. Aujourd'hui, je pouvais raconter toutes les platitudes d'usage, mais en réalité, le début de la santé connectée, on voulait faire des appareils plus faciles à utiliser. On est allé voir Apple et on leur a expliqué l'idée qu'on voulait connecter un tensiomètre à l'iPhone. Apple nous a regardé comme si on débarquait de la Lune. Ils nous ont dit les seules personnes qui utilisent un iPhone, c'est les jeunes geeks branchés comme Luc ou Peter. Ceux qui souffrent de maladies chroniques, c'est les vieux. Pardon, les personnes âgées. Excusez-moi, je ne suis pas politiquement correct. Donc, ils ne trouvaient pas ça très intéressant comme business, mais ils trouvaient que c'était intéressant parce que ça permettait de démontrer que le téléphone était beaucoup plus que tout simplement un téléphone, mais vraiment une plateforme de communication. Donc, on a lancé le premier produit, le tensiomètre connecté, en 2008. Aujourd'hui, quand je regarde mon premier produit, j'ai honte. Parce que c'était vraiment le premier produit, c'était plus axé sur le design. Et on s'était dit, ça va nous permettre, pour la première fois, de communiquer directement avec le patient. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à gérer les patients plutôt que de gérer les pathologies. C'est ça le but de la santé connectée. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Et ensuite, soudainement, en 2010, tous les mots magiques sont sortis. Quantified Self, e-health, m-health, la santé durable, la gestion du patrimoine santé. Et soudainement, on est devenu cool. Et ça, c'était vraiment une énorme différence. Parce que moi, pendant 20 ans, j'ai vendu la maladie. J'ai vendu l'hypertension, j'ai vendu le diabète, la sclérose en plaques. Et là, soudainement, je vendais la santé. Et la santé est beaucoup plus facile à vendre parce que la santé, ça touche 100% des gens. La maladie ne touche que les malades. Donc, tout le monde s'est précipité dans le nouveau nirvana de la santé connectée. Et c'est soudainement devenu un énorme business. Mais malheureusement, aujourd'hui, 5 ans plus tard, on se retrouve à se poser des questions sur le business model. On n'a pas encore trouvé l'équilibre parfait. Et c'est comme maintenant qu'on commence à voir, en fait, la vraie direction de la santé connectée. Parce qu'on a certains problèmes intrinsèques à la santé connectée dont je voudrais vous parler. 2016, année très importante, c'est la première année où on a réalisé que tout ce qui pouvait être connecté allait être connecté. C'est même pas une question que ce soit une voiture, une chaise, un verre, un frigo. Si ça peut être connecté, ça va être connecté. Donc ça va apporter quelque chose d'énorme pour nous, surtout en santé. Les deux aspects de la santé connectée, c'est que, un, ça va nous permettre d'offrir des solutions personnalisées, individuelles pour chaque personne. C'est ce que je disais, plutôt que de gérer la maladie, on va gérer le patient. Ça ne sert, en fait, je vais le mettre d'une manière plus simple, ça ne sert à rien de dire à une personne qui est obèse qu'elle est obèse. Elle le sait déjà. Mais en fait, lui faire prendre conscience qu'elle est en surpoids et lui donner les outils de motivation pour perdre du poids, c'est ça un des enjeux de la santé connectée. C'est ça ce qui va nous aider. Et le deuxième grand enjeu, c'est bien sûr ce qu'on appelle la télémédecine. La télémédecine, c'est le seul mot que je connaisse qui a deux étymologies différentes. Donc télé, voyage en grec, et médici, médecine en latin. Faire voyager les données plutôt que de faire voyager le patient. Ça, c'est le deuxième enjeu de la santé connectée qui va arriver bientôt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 gros problèmes de la santé connectée auxquels tout le monde, le marché entier fait face. 1, c'est un problème de sémantique. 2, c'est un mot qui n'existe pas, mais on va en parler quand même, la gadgetisation. 3, l'ubiquité. Et l'autre mot que j'ai aussi inventé, la révoluxure. On va parler des 3 trucs. Qu'est-ce que je veux dire par sémantique ? Sémantique, c'est un énorme problème partout en Europe. On commence à le voir de moins en moins aux États-Unis parce que tout le monde est en train d'agiter le fantôme de la sécurité des données. Ce que je veux dire par sémantique, c'est qu'on a tendance à parler des données d'une manière négative, de poser des questions négatives. Luc, si je te demande une question directe, est-ce que tu as peur que je prenne tes données et que je les vende des assurances pour te faire payer plus cher ? Ben évidemment, c'est une question négative, donc tu dis non. Mais si je te demande exactement la même question, Luc, est-ce que tu accepterais de partager tes données anonymes de tension artérielle avec la Fondation du Cœur pour faire de la recherche épidémiologique? Bien sûr. En réalité, on n'a jamais rencontré un seul patient qui n'était pas prêt à partager ses données, du moins qu'il sache pourquoi il les partage.
Et ça va être un énorme truc pour vous, professeur, pour les maladies rares. Donc, nous, je pense qu'on sera défini par définition, dans une trentaine d'années, comme la génération qui a abandonné son droit à la vie privée. Par définition, vu que tout est connecté, tout le monde partage les données, que ce soit à travers Facebook, Twitter, on est constamment en train de partager les données. Et donc, ça ne sert à rien de dire on veut absolument cette privée. On a encore des problèmes aujourd'hui d'utilisation des données, mais on va parler comment on va régler ces problèmes. Je vois que ce phénomène est en train d'arriver aux États-Unis, ce qu'on appelle le data for good. On le voit beaucoup dans les associations de maladies rares aussi, où les patients décident entre eux de dire je veux partager mes données pour le bien de la recherche, pour développer les nouvelles... Donc, des mouvements comme Patient Like Me aux États-Unis qui sont vraiment en train de se développer, des groupements de patients qui veulent faire des études. Tu en as parlé un petit peu à la fin de ta fantaisie. Donc, je vais te dire pourquoi c'est de la fantaisie, ton truc, sans porter préjudice. Hein. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle du cloud comme si c'était un truc négatif. En fait, le cloud est un mot qui est très mal choisi. Parce que le cloud, en fait, c'est relativement négatif. Ça apporte l'orage, c'est sombre. Aujourd'hui, on sait que on a tendance à mal utiliser en fait les données. Aujourd'hui, on parle de big data, de artificial intelligence, data mining. Et en fait, aujourd'hui, on n'utilise pas le data intelligence. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec les données médicales, c'est du comptage de bûches. On prend les données, on les met dans des serveurs, on les nettoie un peu, on les régurgite d'une manière un peu plus palatable, mais on n'utilise pas vraiment les données. Et il y a un autre problème, c'est que les gens, ils ont cette idée absolument démesurée de la valeur de leurs données médicales. Donc, professeur, est-ce que je peux vous demander une question à brûle pour point, sans réfléchir? Quelle est la valeur pécuniaire, monétaire, financière de toutes vos données médicales à vous, bel homme, homme de la Renaissance, valeur financière de vos données médicales à vous? Vous voulez deviner un chiffre? 3 personnes donnent un chiffre. Qui veut me donner un chiffre de la valeur? Toi, tes données médicales, elles valent combien? 100 $, 1000 $, 50 000 $, 20 000 $? 1000? 80? La réponse, c'est 1,67 $. Ça, c'est la valeur estimée des données médicales, estimée par Harvard University, aussitôt que je sais que c'est vos données. Parce que si je sais que c'est vos données, je ne peux pas m'en servir. Les données n'ont de la valeur que si elles sont utilisées. Si elles sont utilisées pour faire la recherche, si elles sont anonymisées, utilisées pour faire la recherche clinique, pour faire la recherche épidémiologique, pour sauver une vie, elles ont une valeur inestimable. Mais aussitôt qu'on garde ces données et qu'on ne veut pas les partager, elles n'ont plus de valeur du tout. Les valeurs individuelles n'ont aucune valeur. Mais elles vont nous permettre éventuellement, quand on a les données de tout le monde, de vraiment passer à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, au data mining, de prédire la gestion des maladies plutôt que d'autres. Le plus gros problème aujourd'hui qu'on a sur la santé connectée, c'est ce que j'appelle la gadgetisation. Je me fais souvent demander la question, c'est quoi la différence entre un objet connecté et un dispositif médical connecté? En fin de compte, la réponse est toute simple, il n'y a rien qui a changé. Un dispositif médical est enregistré à l'ANSM, à l'Agence nationale de sécurité des produits ou sécurité médicale, et par définition est un instrument médical, validé cliniquement. Les glucomètres connectés sont remboursés, mais ils ne sont pas remboursés parce qu'ils sont connectés. Ils sont remboursés parce qu'ils sont validés cliniquement selon le protocole ISO 15137, je pense. Et donc, s'ils sont validés cliniquement, c'est un dispositif médical. Sinon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je viens de 20 ans de culture clinique, de recherche médicale, de vraies recherches. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel crétin avec une bonne idée va mettre son idée directement sur Indiegogo ou sur Kickstarter. Donc, tous les 2 jours, on a un nouveau produit magique qui sort, qui fait cric-crac-boum, qui vous promet monts et merveilles. C'est la fourchette connectée qui vous donne un choc électrique si vous bouffez trop vite, qui est validée par l'Institut de mastication de Grenoble. Donc, tous les 2 jours, un nouveau produit magique. Et le problème, c'est que le médecin, aujourd'hui, ne pense pas à la santé connectée. Il a tendance à penser aux gadgets connectés. Et en fait, Guillaume Apollinaire disait « il est grand temps de rallumer les étoiles ». Il faut vraiment faire la différence entre ce que c'est qu'un dispositif médical et ce que c'est qu'un gadget médical. La définition d'un dispositif médical n'a pas changé. Elle est encore exactement la même qu'elle était avant. L'autre problème, c'est que l'ubiquité. Tu en parles, Luc, dans ta présentation, dans ta magnifique présentation idéale d'un système de santé idéal. On voudrait bien avoir un système de santé aussi beau. Ça, ce serait merveilleux. C'est le nec plus ultra. Mais malheureusement, aujourd'hui, la grande majorité des gens qui utilisent un objet connecté, c'est des gens qui n'en ont pas besoin. Toi, tu as un objet connecté? Bien, tu as une montre. Tu n'en as pas besoin.
mais c'est de l'affirmation des performances. C'est pas Madame Michu qui est caissière au Monoprix de Issoudun qui s'achète un objet connecté. C'est celui qui est déjà un athlète qui veut tout simplement mesurer sa performance. On n'a pas encore réussi à rentrer dans l'inconscient des gens pour que la connexion devienne une ubiquité, qu'elle soit utilisée partout, n'importe quand et à bon escient. Aujourd'hui, l'utilisation d'un objet connecté, c'est plutôt pour des buts spécifiques, pour des gens qui sont généralement encore en bonne santé. Ça, c'est le résultat, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à dépasser ce stade de gadgetisation. Parce qu'en fait, il y a un peu de confusion aujourd'hui sur ce que c'est qu'une donnée médicale. Il y a en fait 3 types de données médicales. Il y a ce qu'on appelle les données de bien-être, le nombre de pas, le poids, etc. Qu'on dit que c'est des données médicales, mais en réalité, les gens vont les partager sur Facebook immédiatement et ils sont donc, de toute façon, il n'y a pas vraiment de valeur médicale sur ces données. Les gens, ils mettent « Ah, je suis allé courir, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, je suis trop fier. » Ça, c'est pas une donnée médicale, c'est une donnée de bien-être. Ensuite, on a ce qu'on appelle les données de santé. Données de santé, c'est les données de maladies chroniques, l'hypertension, le diabète. Et à nouveau, je me répète, mais j'ai jamais vu un patient qui n'était pas prêt à partager ces données. De moins qu'ils sachent pourquoi ils allaient les partager. Il n'y a vraiment aucun problème. Je demande à n'importe quel de mes patients, de mes cohortes, de partager leurs données. Ils sont ravis de les partager. Mais ça, c'est des données de santé. Mais il y a un 3e type de santé, c'est ce qu'on appelle des données de maladie. Donc là, c'est ce problème. Une maladie, c'est ce qui va vous définir dans les yeux de quelqu'un d'autre, en fait. C'est le sida, c'est le cancer, c'est les maladies infectieuses où les gens pensent à vous d'une manière différente. Et ces données ont besoin d'être protégées encore plus que toutes les autres données. Aujourd'hui, vu qu'on est en train de mélanger le blanc et le noir et le gris, on est obligé de tout protéger de la même manière. Mais je pense que d'ici 3 ou 4 ans, quand tout deviendra connecté, on va retourner à cette différence naturelle de ce qui est une donnée importante et non importante. Mais aujourd'hui, c'est encore un gros problème, c'est de savoir quelle est une donnée utile et quelle est une donnée inutile. Donc, ce sont toutes des données différentes et la seule chose qui va nous permettre de faire ces données, c'est d'établir qu'une chose, et il n'y a qu'une chose que cherche le patient. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une valeur financière, monétaire, pécuniaire, c'est une relation. Une relation avec son médecin, une relation de confiance, une relation avec lui-même, avec sa pathologie, mais tout est axé autour de la relation, de parler autour du patient. Et avec la santé connectée, on a un instrument absolument phénoménal pour pouvoir le faire, mais il nous faut encore travailler un tout petit peu plus sur ce que j'appelle la révoluxure. La révoluxure, je veux dire qu'on a aujourd'hui, pour la première fois, on n'a jamais vu une évolution de technologie comme on l'a vu dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, quand moi je suis né en 1965, il y avait 3,5 milliards de personnes sur la planète. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on a 7,5 milliards de personnes. On a doublé le nombre de vies humaines. Un iPhone 6 a 1000 fois la puissance de calcul d'un Cray supercomputer de 1974. Donc aujourd'hui, on a 7,5 milliards de personnes qui ont accès à une puissance de calcul qui est 1000 fois celle d'un Cray supercomputer de 1974. Donc l'évolution de la technologie est maintenant incrémentale. Elle va devenir super rapide. Et on a toutes ces technologies à portée de main. On peut commencer à s'en servir. Mais aujourd'hui, les seuls gens qui s'en servent, c'est les gens qui n'en ont pas besoin. C'est ça ce que je veux dire par révolution. Une statistique, par exemple, pour la première fois dans l'histoire du monde, en 2016, il y a plus de gens qui sont morts d'obésité que de morts de faim. Ça fait quand même réfléchir. Et c'est ça, en fait, ce type de problème qu'il faut qu'on adresse. Il faut que la santé devienne un droit universel et qu'on commence à s'en servir d'une manière universelle. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui la santé de demain, c'est la société de demain qu'on est en train de faire évoluer. On est en train de dessiner l'homme de demain, la manière dont on va gérer les pathologies. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 82 pour les hommes, 84 pour les hommes. L'homme de 150 ans est déjà né. Statistiquement, c'est même pas une question. Chaque année, on rajoute 3 mois de longévité à notre vie. Donc l'homme de 150 ans est déjà né. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de plus en plus de maladies chroniques, de plus en plus de problèmes de gestion, de maladies neurodégénératives, maladies du cerveau. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Et c'est ça vraiment le but de la santé connectée, c'est vraiment de développer des solutions pour ce type de maladie. Et je pense que je suis juste dans les temps. Donc, ce que je voulais dire, la grande majorité de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est encore inutile. Mais il manque vraiment pas grand-chose pour que le rêve de Luc devienne une vraie réalité. Et c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Excusez-moi, je parle trop. C'est dans les temps?
Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'adore les questions. Hein. Posez-moi les questions indiscrètes. Pas une seule? Trop cool. Ben, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. You have a question? Ah. Est-ce que quelqu'un ici, bon, vous voyez la question, risque d'exclure des patients non connectés? Ça, c'était, en fait, je comprendrais cette question en 2008, comme le disait Apple, c'est que les jeunes geeks qui utilisent. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas de smartphone? Il y a une personne encore qui n'a pas de smartphone? Il y en a encore? C'est qui? Ma mère de 82 ans utilise un smartphone. Et aujourd'hui, honnêtement, j'aurais compris cette question il y a 3-4 ans, mais aujourd'hui, en fait, tout le monde l'utilise. C'est étonnant, ça a pris dans la dernière année, en fait, c'est 100% de la population qui a commencé à l'utiliser. Bien sûr, tout ce que raconte Luc et moi-même, ce sont des utopies. On aimerait bien avoir des systèmes de santé parfaits. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise la promesse de la technologie de demain pour pas faire ce qu'on devrait faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait des trucs dans la santé que parce qu'on doit les faire. On devrait les faire parce qu'on peut les faire. Et c'est vraiment ça le but du développement médical qu'on veut faire dans les quelques prochaines années. Ça, c'est des questions à plusieurs bouteilles de vin. Hein. C'est pas un truc où je peux vous donner une réponse en 30 secondes. Ça, c'est une question. Pour se dénuer du danger, il y aura toujours... Bon, d'exploitation des données. J'étais le premier qui était hébergeur de données de santé agréé. J'ai personnellement reçu le prix Blaise Pascal de Marisol Touraine en France pour mon implication sur la sécurité des données. Mais personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de le faire. Mais je pense que les données devraient être protégées, mais elles devraient être protégées universellement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de standard de protocole de Bruxelles, de convention de Bruxelles, qui nous permettrait d'avoir un pan-European standard pour les données médicales. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir des données françaises, des données luxembourgeoises. La seule utilité, c'est que tout touche et communique. Et il y aura toujours des gens qui seront capables de casser un cloud. N'importe quel hacker, moi inclus, qui est capable de casser le cloud d'American Express ou de Mastercard, est capable de casser un cloud santé. La question, c'est quel est l'intérêt? Je préfère de loin casser le cloud d'American Express. Non, mais il y aura toujours des abus. On a vu un abus dernièrement sur Facebook. Il y en a toujours, parce que c'est une technologie qui se développe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le progrès de la technologie. Le but final, c'est que tout soit protégé. Mais bien sûr, on ne pourra pas éviter qu'il y aura un jour des abus. Donc, mais ce n'est pas une raison d'arrêter. Merci infiniment. Merci Uwe pour cette présentation extrêmement passionnante. Excellent pour lancer les débats.